Bonjour. Antoine Genet-Grégoire, je suis doctorant à l'Université Carleton. Je suis aussi, mes travaux de recherche sont soutenus par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui m'a invité essentiellement à venir brièvement vous présenter mes travaux pour clore ce panel. Dans mon cas, moi, je m'intéresse à l'intersection entre la fiscalité familiale et les inégalités hommes-femmes. Donc, ça se rapproche probablement particulièrement de ce que Annick Provencher a évoqué un petit peu plus tôt. Euh, Quand on s'intéresse aux inégalités hommes-femmes, rapidement, on tombe sur les questions de normes. Donc, rapidement, sur qu'est-ce qu'on attend des femmes, qu'est-ce qu'on attend des hommes en société. Il y a toutes sortes de... Parfois, ce sont des stéréotypes, parfois, ce sont des structures sociales qui font que les hommes et les femmes ne peuvent pas toujours aussi facilement être ce qu'ils voudraient, ce qu'ils ou elles voudraient être. Et derrière ces normes-là, il y a aussi les institutions. Donc, nos structures sociales peuvent contribuer à renforcer, si on veut, à structurer ces normes-là. Et évidemment, la fiscalité, c'est une institution extrêmement importante. Pour vous donner un exemple, et encore là, je souffre de passer après Mme Provencher, mais la fiscalité du gain en capital est un bon exemple d'une institution qui n'a pas du tout de visée de genre. Ça il n'y a aucune mention de terme de genre ou de sexe dans la fiscalité du gain capital. Ça n'est pas conçu dans une perspective sexiste d'aucune façon, mais comme les femmes ont statistiquement toujours moins de capital que les hommes, le fait qu'on ait une fiscalité du capital qui est plus légère que la fiscalité du travail, ça fait que c'est une barrière supplémentaire pour que les femmes puissent rattraper le niveau de vie des hommes. Euh, et donc, dans ce cas-là, on parle d'une institution qui, encore là, pas de visée d'inégalité de genre, mais qui contribue indirectement à maintenir la norme où les femmes ont moins de richesses accumulées que les hommes. Dans le cas de ma recherche en particulier, je m'intéresse à ce qu'on appelle la fiscalité familiale. Donc, au Canada, on a un impôt qui est individuel. Donc, les taxes qu'on a à payer sont par personne. Tout le monde doit faire sa déclaration d'impôt pour lui-même. Par contre, dans ce système-là qui est nominativement individuel, il y a toutes sortes d'endroits où finalement le revenu d'un conjoint ou d'une conjointe se retrouve à rentrer dans le calcul. Les deux endroits les plus typiques, et encore là, ça a été mentionné, c'est le fractionnement de revenus de pension. Donc, dans ce cas-là, où on crée une sorte de fiscalité familiale à l'américaine seulement pour les gens qui ont des revenus de pension, où donc on permet aux gens de transférer une partie de leurs revenus virtuellement à un conjoint, ce qui, dans un système progressif, fait que l'impôt du couple va baisser. Et l'autre portion, typiquement de fiscalité familiale qu'on a au Canada, ce sont nos prestations familiales. Donc, nos prestations familiales qui sont fonction du revenu familial. C'est le cas surtout pour les allocations pour enfants, mais aussi pour les transferts aux ménages à plus faible revenu, comme le crédit TPS ou le crédit solidarité. Et donc, dans ces cas-là, on considère que ces crédits-là viennent aider à subvenir aux besoins des gens, mais qu'un conjoint contribue aussi à soutenir ces besoins-là, un conjoint et une conjointe. Et donc, les prestations sont réduites en fonction de ce revenu de couple plutôt que le revenu individuel. Donc, deux choses qui m'intéressent particulièrement par rapport à ces mesures-là. À quel point elles constituent une barrière à l'entrée sur le marché du travail, l'entrée ou la participation sur le marché du travail des femmes. Donc, est-ce que le fait de voir les prestations, surtout familiales, réduites en fonction du revenu de couple, fait que notamment les mères travaillent en moins grand nombre, donc entrent sur le marché du travail en moins grand nombre, et si elles y sont, est-ce qu'elles y passent moins de temps, donc potentiellement être à temps partiel plutôt qu'à temps plein, ou choisir des emplois à responsabilité moindre pour mieux jongler avec des responsabilités familiales. Donc, j'essaie d'observer l'évolution de ces mesures-là au cours des 20 dernières années au Canada et essayer de voir est-ce que, quand on change ces mesures-là, est-ce qu'on voit un effet comparable, proportionnel dans la participation des femmes au marché du travail. Et le deuxième élément qui m'intéresse, qui a été beaucoup moins étudié, c'est que, ou bien le fait d'avoir une fiscalité familiale fait que ça pousse les deuxièmes revenus de familles avec enfants à ne pas travailler, dans ce cas-là, souvent les femmes, ou bien ça pousse les parents à ne pas former de couple, ou ceux qui sont en couple, ça les pousse à se séparer plus facilement, si on veut. Parce que de la même façon, si on considère le revenu d'un conjoint, d'une conjointe dans le calcul de toutes ces prestations-là, ben, ça peut devenir, disons, plus désavantageux de former un couple. Donc, c'est super légitime d'élever des enfants, par exemple, en monoparentalité, mais on voudrait que les gens choisissent la monoparentalité parce que c'est la forme de vie qui leur convient, pas parce que le système fiscal les pousse à choisir de ne pas être en couple ou être en couple avec quelqu'un qui n'habite pas avec eux et donc se priver des bénéfices en termes de logement, de ce genre de choses-là. Donc, j'étudie aussi comment les éléments de fiscalité familiale, donc encore là, réduction des prestations et fractionnement de revenus de pension, peuvent faire que
les couples se dissolvent à plus grand taux que ça ne serait le cas autrement, ou ne se forment plus à un taux qui serait différent de ce qu'on verrait normalement. Donc, c'est les objectifs que je poursuis dans ma rédaction de thèse. Et avec un petit peu de chance, ben, je vais pouvoir revenir dans un panel similaire l'année prochaine, vous présenter les résultats que j'obtiens avec ces analyses-là, qui se font avec les données fiscales, qui sont idéalement celles qui nous permettraient de répondre à certaines des questions, notamment de revenu minimum garanti, auxquelles je pense qu'avec raison, on aimerait pouvoir répondre dans le futur pour produire de meilleures politiques. Merci bien.